S'il y a bien un sujet angoissant, c'est celui de ce que l'on va faire avec nos vieux parents si un jour ils ne sont plus en état de vivre chez eux. Tous abandonnés. Ils m'ont tous abandonné. En pratique, on finit par les placer dans une maison de retraite. On est soulagé de ne pas avoir à s'occuper de leurs toilettes, par exemple, mais qui s'en occupe à notre place? Des femmes qui sont payées pour les laver et les nourrir, mais pas seulement pour ça. Pascale Molinier est professeure de psychologie sociale. Dans ses travaux, elle utilise le concept de care pour mettre l'accent sur la part la moins technique du travail des soignants. L'attention, la présence, le sourire. Peut-on sous-traiter la tendresse que l'on dispense à nos proches? Pourquoi paye-t-on si mal celles qui s'occupent de nos êtres les plus chers? Comment s'occupe-t-on de nos vieux parents? Pascale Molinier est l'une des pionnières en France des études du care, une notion qui est apparue aux États-Unis dans les années 80 et qui désigne les activités dans lesquelles le souci des autres est central. Elles englobent des corvées matérielles, souvent pénibles, et des pratiques émotionnelles plus intangibles. Dans le travail du care, la monographie de Pascale Molinier sur un EHPAD de la région parisienne, elle analyse la manière dont cette activité est investie par celles qu'elle nomme les subalternes, des femmes peu qualifiées, souvent issues de migration. Alors je dois avouer que j'ai longtemps soupçonné ce concept de care d'être un peu bisounours bienveillant. Comme je dis souvent, on nettoie beaucoup les sols, mais un peu aussi les cœurs. Oh, c'est tellement vrai, Linda. Et c'est vraiment en lisant ce livre que j'ai compris en quoi il était utile pour bousculer les manières habituelles d'apprécier la valeur d'un travail. Alors, est-ce qu'on pourrait déjà définir cette notion de care et pourquoi est-ce qu'on utilise ce mot anglais? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas tout simplement le soin? Le terme anglais avait quand même des qualités qu'on ne trouvait pas dans la langue française. D'abord parce que c'est un terme du langage commun. Par exemple, on l'entend très bien quand on renverse la formule, ce qui est toujours assez intéressant. Quand on dit « I don't care », c'est vraiment « je m'en fiche ». Donc, il y avait vraiment cette idée d'un souci des autres, mais un souci qui n'était pas un souci abstrait ou un souci d'observation, une sorte d'orientation compassionnelle vers les autres, mais plutôt quelque chose qui était de l'ordre d'une réponse concrète, active aux besoins générés par la vulnérabilité des autres. La formule en anglais « I don't care » est parlante parce qu'elle exprime bien par la négative ce qu'est le care, c'est-à-dire l'inverse de l'indifférence. Je peux vous donner un petit exemple concret. Il peut y avoir un travail de soins, par exemple. C'est une psychiatre qui s'appelle Hélène Chéniaud qui donne l'exemple. Une personne est allongée sur un brancard, elle n'est pas couverte. Sa fille arrive, c'est une vieille dame qui a eu un AVC, sa fille arrive et la fille dit « mais comment est-ce possible que vous ne mettiez pas une couverture ?» Et donc les soignants brancardiers disent « ah oui, on va le faire, oh puis non, ça va nous gêner ». Donc cette scène, elle est très, très simple, elle est très banale, mais elle est très révélatrice du fait qu'il peut y avoir travail de soins, ces gens-là sont indubitablement des soignants, sans qu'il y ait une attention portée à la personne qui, en l'occurrence, cette vieille dame, elle est complètement chosifiée. En anglais, on oppose comme ça le cure au care. C'est la distinction entre le soin médical, technique, rationnel, et le care, qui comporte une dimension émotionnelle et éthique. Là, dans l'exemple qu'elle donne, c'est la fille de la vieille dame qui s'en préoccupe, mais on trouve bien sûr ce genre de petite attention dans le contexte professionnel, dans les crèches et les maisons de retraite. Or, l'un des problèmes pour reconnaître la valeur de ces petits riens, c'est que, par définition, ils sont peu visibles. Il y a une invisibilité du travail du care qui joue à deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est celui de la porte fermée. On ne sait pas ce qui se passe parce qu'il faut respecter l'intimité des personnes. Puis il y a un deuxième niveau qu'on appelle le niveau des savoir-faire discrets, qui fait que le travail de care, c'est principalement un travail d'anticipation. Il faut anticiper sur les besoins des autres, c'est-à-dire qu'un travail de care, c'est repérer la soif avant que la personne ne fasse la demande, et en sachant que certaines personnes ne feront jamais la demande. Donc ça ne se voit pas. Alors à partir de là, pour le reconnaître, c'est très compliqué. Non seulement le travail de care est par nature invisible, mais il y a autre chose qui explique qu'il soit peu reconnu et donc peu payé, c'est qu'il comporte une part importante de ce qu'on considère souvent comme du sale boulot. Moi, quand j'avais découvert le concept de sale boulot, qui est un concept d'un sociologue américain, états-unien, qui s'appelle Everett Hughes, j'étais assez enthousiaste. En fait, je disais mais c'est vraiment intéressant d'avoir pu penser cette division morale du travail.
parce que c'est de ça dont il s'agit, puisque le sale boulot, c'est à la fois, effectivement, un travail qui a à voir avec les choses sales, les déchets, les humeurs corporelles, etc. Et puis, en même temps, un travail qui a à voir avec ce qu'on ne voudrait surtout pas faire et qu'on délègue à d'autres. Et puis, fort de cet enthousiasme, j'ai présenté à plusieurs reprises le concept devant des assemblées où il y avait des soignants, voire des assemblées entières de soignants. Et là, j'ai eu une levée de bouclier parce que les gens qui font ce travail ne veulent absolument pas qu'on le nomme comme tel. Alors, pourquoi ? Alors, ils ne veulent pas pour des raisons morales, pour des raisons éthiques, c'est la même chose, en disant, mais c'est ce qui est de plus important. Parce que qu'est-ce qui se passerait si on n'était pas là pour nettoyer les corps, pour vider les bocaux d'urine, pour tout ça, ce sont des tâches essentielles du travail du care. Et alors il y avait une autre dimension que je trouvais très intéressante dans ce qu'elle racontait, c'est autour du dégoût. C'est terrible ce que je vais vous dire. Je sais, je devrais pas. C'est la réalité. Ça pue les vieux. Ça pue, c'est une horreur. Vous arrivez, tout est nettoyé, ils sont douchés, tout va bien. Mais le matin, au réveil, c'est toirie ici. Alors le dégoût, on a le sentiment que c'est un espèce de réflexe comme ça, purement organique. Or en fait, le dégoût, comme toutes les émotions, est socialement construit. Et alors, elles avaient un jugement très très différent par rapport justement à la question de la saleté, en fonction de si c'était de la saleté réalisée ou laissée par les personnes pensionnaires ou par leurs collègues. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Par exemple, s'il y avait de l'urine ou autre chose sur le sol, elles avaient toujours une expression pour dire « Oh, mais ils sont malades, c'est pas de leur faute ». Et là, on n'entendait pas parler de dégoût. En revanche, je me souviens de femmes de ménage qui racontaient comment leurs collègues laissaient les toilettes, le bol des toilettes sales, en disant « ça me dégoûte ». Et ça, c'était vraiment insupportable, parce que c'était vécu comme un manque de respect de la part de leurs collègues. Et ça, c'était pour elles vraiment le sale boulot, vous voyez ? Ce qui rend un travail indigne n'est donc pas le geste en lui-même, nettoyer des toilettes par exemple, mais l'absence de respect ou les mauvaises conditions de travail. Il n'empêche que les tâches les moins nobles du care sont vues comme du sale boulot, d'autant plus que ce sont des tâches peu techniques, peu spécialisées. On est quand même dans une société où plus on est spécialisé, plus on est diplômé sur une spécialisation, plus on est payé. Or, on pourrait quand même... Et donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles les métiers du care sont si mal rémunérés, parce qu'ils sont considérés comme des activités qui sont des activités non spécialisées. Or, il ne s'agit pas d'en faire des activités spécialisées, ce qui étaient les tendances en divisant le travail jusqu'à son émiettement total. Il s'agit plutôt de revaloriser ce qui n'est pas spécialisé. On est dans une société où ce qui est valorisé, c'est la technique. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de technique dans le travail du care, mais c'est des techniques du corps. Voilà. Donc, c'est complètement différent. C'est des techniques sans instrument, quasiment. Et donc, c'est un travail qui implique avant tout de développer des savoir-faire, d'attention, d'observation, de perception de ce que l'autre pourrait avoir à dire et qu'il ne dit pas, de son niveau de confort ou d'inconfort. Enfin, c'est une lecture des corps tout à fait particulière. Et cet accent sur l'attention, l'écoute, pour décrire ça, vous empruntez la notion de travail inestimable à Jean Oury. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette notion ? Ouais. Alors, Jean Oury, c'est quelqu'un qui n'aimait pas écrire. Donc, il faisait des séminaires et puis les gens faisaient des transcriptions et on l'avait coincé avec une de mes collègues, Lise Guignard. On s'était dit, on va faire un entretien avec Jean Oury pour fixer cette notion de travail inestimable qu'on trouvait absolument
extraordinaire. Alors, il avait mis ça en avant au moment où montait l'évaluation des structures par les accréditations par l'État, etc. Et il disait qu'ils sont des évaluations gestionnaires. Il disait, mais c'est quoi le prix d'un sourire ? Et donc, cette idée qu'il y a une partie du travail qui est inestimable en deux sens. Inestimable parce qu'on ne peut pas s'en passer, parce que si on n'a pas cette qualité d'être, cette qualité de présence, cette sympathie, disait-il, eh bien, le travail tourne à la barbarie asilaire. Et en même temps, on ne peut pas en calculer la valeur. Donc, c'est ce qui a le plus de valeur sur le plan éthique, et en même temps, ce qui est impossible à quantifier du point de vue économique et gestionnaire. Le travail, disons, du contact des infirmières avec un médecin général ou dans des trucs comme ça peut pas être comptabilisé. Ce qui est efficace, c'est souvent un sourire, une attention. Et ce que Pascal Molinier parle, la compassion. Et la compassion, ça se chiffre pas. Ça me fait penser à une expérience que moi j'ai pu avoir en déposant les enfants à la crèche la première fois, de voir que les dames de la crèche donnaient de l'affection, de la tendresse, des câlins, parce que les bébés ont besoin de ça. Et c'est vrai que ça fait un peu un choc au début de se dire, en fait, c'est leur travail, elles sont payées pour ça, pour cette part non technique, cette part inestimable, cette part... Absolument. Et les câlins, c'est inestimable pour les bébés et c'est inestimable pour les personnes âgées aussi. Et c'est très mal compris souvent par les hiérarchies qui n'ont pas été formées suffisamment justement aux éthiques du Caire, qui disent ah oui mais quand elles s'approchent comme ça, elles perdent la bonne distance. Alors ça veut dire quoi, garder la bonne distance? Donc j'avais étudié ça un petit peu dans cette fameuse monographie et c'était intéressant parce que les soignantes le posaient exactement à l'envers. Elles disaient ce qui est compliqué, c'est de s'approcher. Parce que les gens ont peur, parce que les gens sentent mauvais, parce que nous-mêmes, on est parfois un petit peu dégoûtés. Et la question de l'affectivité joue là-dedans un rôle très important, puisque une manière de se rapprocher, c'est justement d'utiliser, c'est de câliner. De câliner au sens métaphorique, hein, mais c'est quand même quelque chose de l'ordre de l'utilisation de petits mots doux, elles disent, d'appeler les gens ma chérie, ou alors les personnes âgées répondent ma cocotte. Elle est difficile cette question éthique de la bonne distance. Comment respecter la pudeur et l'intimité sans être mécanique et froide, c'est compliqué, notamment au moment où les soignantes doivent laver les pensionnaires, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire en tant que fille ou compagne d'une personne âgée. C'est gênant d'avoir cette intimité forcée avec un membre de sa famille. Et on est content de pouvoir déléguer cette tâche à une professionnelle. Mais justement, pour ces professionnels, ce n'est pas non plus évident. Et ce qui est contre-intuitif, c'est que pour se protéger du dégoût, les aides-soignantes n'utilisent pas la distanciation, mais au contraire le rapprochement. Plus elles entretiennent avec la personne âgée une relation de sympathie, moins elles ressentent de dégoût. Il y a pas mal de malentendus qui se nouent entre l'idée que se font les familles de qu'est-ce que c'est qu'un bon soin. Par exemple, une personne vient d'arriver, elle refuse tous les soins, elle est confuse, elle déambule toute la matinée, sale, couverte plus ou moins d'excréments, mais les soignantes sont attentives à ne pas forcer son consentement dès le premier jour, parce que sinon, elle risque de construire les conditions d'une relation qui seront de mauvaises conditions. Mais seulement ça, on ne peut pas faire décemment qu'une famille, effectivement, voit sa mère ou son père nue et couverte d'excréments. Donc, il faut la laver quand même. Donc, vous voyez, le travail et l'intelligence du travail, ça va être de trouver le bon moment. Alors, je me rappelle que dans cette histoire précise, la soignante m'avait raconté qu'elle avait utilisé, c'était un monsieur, et elle avait utilisé la séduction.
Donc elle m'avait dit, elle s'était rapprochée, puis elle m'avait dit, vous sentez quand même pas très bon, hein, voilà, mais sur un ton un petit peu enjôleur, etc. Et elle avait réussi à l'amener comme ça progressivement jusqu'au lavabo et à faire qu'il soit présentable pour la famille. Donc il y a une dimension de ruse, si vous voulez, qui effectivement en apparence ne respecte pas la bonne distance, mais qui en même temps ramène de la vie. Elle ramène de la vie et réanime aussi d'une certaine manière la personne à qui ça s'adresse, parce que le gros risque institutionnel, c'est la chosification. Ça, c'est l'une des grandes difficultés du travail gériatrique, éviter la chosification, c'est-à-dire arriver à considérer les personnes âgées comme de vraies personnes singulières à part entière, malgré leur dépérissement physique et mental. Et pour ça, les soignantes ont plein de méthodes que Pascale Molinier raconte bien dans le livre, les mots doux donc, mais aussi l'humour. Elles vont se permettre de se moquer gentiment de manière assez familière des pensionnaires. Cette familiarité peut sembler contrevenir à certains principes de politesse ou de professionnalisme, ce qui fait qu'elle est parfois mal vue par la hiérarchie, alors que c'est précisément ce qui fait la qualité et l'humanité du travail de care. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous. Et c'est pour ça que Pascale Molinier insiste sur la spécificité de l'éthique du care, une éthique qui n'est pas régie par de grands principes moraux absolus sur le bien, le mal, la justice, mais qui se construit sur le moment, en situation. L'éthique du care, c'est une éthique contextuelle et narrative. Là, ça vient de Carol Gilligan, et c'est très important parce que ça veut dire que on ne peut pas comprendre où est le moment éthique si on ne peut pas le resituer dans un contexte et dans une histoire. C'est ce que j'ai essayé de faire avec l'histoire de cette aide-soignante qui enjôle un vieux monsieur pour arriver à l'amener jusqu'au lavabo. Elle le fait parce que à ce moment-là, ce qui a du sens, ce qui est important, c'est de le restaurer dans une dignité qui lui permette d'être présentable à ses enfants. Vous n'allez pas continuer à me suivre, c'est votre 3e baba. Mais je sais bien, mais je veux mon baba. Oui, mais malheureusement, il va en falloir beaucoup plus pour être bourré. Allez, bonne nuit, Madame Médel. Je veux mon baba. C'est notre secret, il faut le dire pas. Merci. Demain, on fait la barbe. Hein. Oui. Allez, bonne dégustation, Roger. Hein, bonne nuit. Ce sens éthique, c'est quelque chose que l'on acquiert avec l'expérience en situation, et Pascale Molinier dit bien que ce que les soignantes demandent, ce n'est pas tant d'avoir plus de reconnaissance, mais qu'on leur fasse confiance, notamment pour juger en contexte du bon dosage entre familiarité et distance. Et surtout pas qu'on commence à trop formaliser des gestes qui doivent rester spontanés pour être humains. Le problème, c'est qu'en pratique, il y a bien une tendance à la formalisation et à la quantification du care. We need to talk about your numbers. People we've saved. Metrics. Our door to balloon times beat federal standards. I'm talking about Press Ganey scores. Patient satisfaction. If they're still alive, they should be satisfied. Our goal is 36%, very satisfied with their care. Your department is at 8. Do you know how likely patients are to recommend this hospital? This is an emergency department, not a Taco Bell. Pascale Molinier parle de care néolibéral. Et ça s'applique d'ailleurs à cette part de care que l'on trouve dans plein de métiers différents, y compris dans des domaines qui ne sont pas à strictement parler ceux du soin aux personnes vulnérables. Le care, c'est à la fois quelque chose qui renvoie à des activités particulières, on en a beaucoup parlé, dans les maisons de retraite, à l'hôpital, à la maison, voilà. Et puis en même temps, c'est une dimension qui est transversale dans beaucoup de métiers. Et par exemple, une dimension qui est souvent minorée, c'est la question de la protection. C'est prendre soin de ses collègues, faire attention à ce qu'ils ne se blessent pas, intervenir pour pacifier une ambiance. Tout ça, ça relève des mêmes savoir-faire et des mêmes... Et c'est pas tout le monde qui est capable de le faire, d'ailleurs, dans une équipe. Et puis, dans les métiers de service, il y a un contact avec des usagers qui eux-mêmes sont des usagers qui peuvent avoir des vulnérabilités, des fragilités. Par exemple, il y avait des agents qui venaient pour relever les compteurs dans les campagnes. Et en même temps qu'ils relevaient les compteurs dans les campagnes, ils faisaient toute une série de petites tâches, comme par exemple vider les gouttières obstruées par des feuilles mortes, ou emmener du matériel obsolète à la déchetterie. Enfin voilà, ils rendaient service.
Et c'était une part non négligeable de leur plaisir au travail. Et alors, effectivement, il y a eu des tentatives de capter ce type de présence des services publics, notamment à la Poste. Tu te rends compte qu'à l'époque, ils gardaient les parents à la maison? Ah, moi, j'aurais jamais voulu ça. On fait pas des enfants pour qu'ils s'occupent de nous. Je suis bien, moi, ici. J'ai mes petites habitudes. Et puis, je tais-toi, Jean. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, ça me fait plaisir quand ils passent me voir. Maintenant, avec Veiller sur mes parents, le facteur passe échanger avec vos parents et vous donne de leurs nouvelles. Donc cette dimension transversale, elle est très importante. Et on voit bien, mais de toute façon, tout est récupéré par le capitalisme tout le temps. Hein. On voit bien comment, effectivement, on pourrait en tirer profit pour la prescrire, là où elle est, en fait, en réalité, quelque chose qui s'exprime sur un mode éthique de manière spontanée. Oui, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'à la fois, c'est absolument indispensable dans les métiers du care, mais en fait aussi dans plein d'autres métiers. Dans la vie ordinaire. Pour que ça soit vivant, pour que ça soit humain. En même temps, dès lors que ça rentre dans un protocole ou que c'est quantifié, mesuré, prescrit, ça le tue. Ça le tue. Vous l'avez très bien dit, on peut pas le dire mieux. C'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est quand même quelque chose qui relève d'une forme de liberté. Le concept de care ne sert donc pas seulement à mieux théoriser les dimensions émotionnelles et morales du travail auprès des publics vulnérables, il permet de réfléchir aussi à ce qu'on choisit de valoriser dans le travail en général. Mais ce n'est pas tout. La politologue américaine Joan Tronto est la première à avoir creusé dès les années 90 la dimension politique du care en le définissant plus largement comme une espèce d'activité qui inclut tout ce que nous accomplissons pour soutenir, perpétuer et réparer notre monde de telle sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, toutes choses que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Son livre « Un monde vulnérable pour une politique du care » est une référence pour de nombreuses théoriciennes du care. Mais cette expression de société du care, c'est un peu une utopie qu'on pourrait avoir. Une société du care, ce serait une société qui donc paierait très bien déjà les soignantes, les femmes de ménage, enfin, toutes les professions du care qui valoriseraient ça. Qu'est-ce que ça serait d'autre, en fait? Ça serait quoi les autres caractéristiques de cette société du care? Vers une société du care, d'abord, c'est un texte d'une sociologue états-unienne qui s'appelle Evelyn Nakano-Glenn. Hein, il faut lui rendre, faut rendre à Césarine ce qui lui appartient. Mais c'est aussi tout un projet politique qui est lié au développement des études de care et qui consiste à se demander, mais finalement, qu'est-ce que ça serait une société qui serait organisée comme une réponse aux besoins générés par la vulnérabilité du vivant. Et quand je dis la vulnérabilité du vivant, il faut l'entendre dans un sens un petit peu large, c'est-à-dire nous, les humains, mais aussi les non-humains, les animaux, et plus largement notre environnement, dont on sait qu'il est particulièrement dévasté, saccagé. Voilà. Donc il y a une dimension écologique dans une société du care, est une société fondamentalement, pour moi, une société qui prend en compte l'humain dans ses relations avec l'ensemble de son environnement et en ayant présent à l'esprit la vulnérabilité de tous ces écosystèmes. Notre société paye mal les soignantes qui s'occupent de nos vieux parents. Sans doute parce que le travail inestimable du care est peu technique, peu spécialisé et en grande partie invisible. Cette notion de care est précieuse non seulement pour décrire les dimensions affectives et éthiques du travail auprès des publics vulnérables, mais aussi plus largement pour imaginer une société du care où la vulnérabilité ne serait pas perçue comme une faiblesse, mais comme notre condition commune. Une société où l'on placerait au cœur de nos priorités le souci des autres et ce qui soutient la vie. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!